Merci. Merci, cher Ludovic de la Recherche, de votre invitation, que j'ai accepté bien volontiers à parler aujourd'hui devant vous. Vous le savez, je serai un peu l'hérétique en votre Église. La question que je me propose d'aborder avec vous est donc: que nous dit le macronisme sur l'état de la politique? Je n'ai pas l'intention de vous infliger un commentaire sur l'impopularité ou la popularité du président et de ses concurrents. Non plus qu'un commentaire des réformes engagées, ni du 80 km/h sur les routes, que j'approuve comme idée, mais que je désapprouve comme méthode. Je voudrais répondre à la question qui a été posée en l'associant à une interrogation d'actualité ô combien, et qui est la révision de la loi de bioéthique. Je définirai ici le macronisme d'abord comme un événement politique, c'est l'élection de 2017, dont chacun conserve à l'esprit les particularités, déterminées par l'effondrement des partis de gouvernement de droite comme de gauche, j'y reviendrai, et dotée d'une méthode résumée par la formule « en même temps », qui est sans doute plus une méthode qu'une doctrine, mais qui exprime, même sous cette forme sommaire, un certain rapport à nos clivages, moins à ce qu'ils étaient qu'à ce qu'ils sont devenus. En même temps, comment dire, au fond, que des compromis sont plus nécessaires à un moment qui les rend plus difficiles et, hélas, je le regrette, moins probables. Vous savez à quel point nous avons été, vous et moi, en désaccord lors du débat sur la loi qui a donné naissance à votre mouvement. Doit-on ne plus parler qu'avec ceux qui partagent nos opinions? Y a-t-il quelqu'un ici capable de dire qu'il partage toutes ses opinions avec quelqu'un d'autre ici présent? Peut-être savez-vous aussi, au moins quelques-uns d'entre vous, que pour avoir partagé le point de vue diamétralement opposé au vôtre lors du débat sur le mariage pour tous, j'ai tenu au même moment à défendre le droit plein et entier d'exprimer une opinion défavorable au mariage pour tous. J'ai alors regretté la manière dont votre point de vue, qui n'était pas le mien, a été traité, maltraité, déconsidéré. Bien sûr, les responsabilités sont de part et d'autre, mais j'en vois une plus grande du côté du gouvernement d'alors, qui d'une part a voulu instrumentaliser une question importante et compliquée, et d'autre part a utilisé contre les opposants à cette réforme des moyens de l'autorité publique disproportionnés. J'ai publié, je le dis pour mémoire, je ne veux pas vous lasser avec ces références, mais ça compte ici, j'ai publié dans le Figaro du 13 juillet 2013 un article en ce sens, me plaignant et m'inquiétant d'un retour du délit d'opinion. Venir ici, mes amis, m'a été reproché. Cela m'a valu des critiques a priori. Je n'étais pas encore revenu, je n'avais pas encore reparlé, on me le reprochait. Se rend-on compte de ce qui est en train de se passer dans notre pays? Se rend-on compte de ce qui est en train de nous arriver?
se passe comme s'il fallait désormais, avant de s'exprimer, vérifier que l'auditoire annoncé partage toutes vos opinions. C'est plus confortable, c'est plus simple, comme si l'on voulait se rassurer soi-même ou rassurer un auditoire. Mais c'est évidemment plus terrible, plus redoutable, si l'on pense que la nature des questions appelle à discuter, argumenter, exposer un point de vue en ayant certes de bonnes raisons de le défendre, mais sans avoir la certitude que quiconque pensera autrement ne pourra rien m'objecter, en rien m'éclairer, ni m'édifier mes idées. Ce pays, notre cher pays, où la conversation est un art, le débat une passion, le goût de la controverse une fierté culturelle, ce pays est-il en passe de ne plus se parler, de ne plus parler entre points de vue différents, de ne plus parler du tout. Faut-il se parler à soi-même? Ou parler pour ne rien dire? Ou parler pour dire mais ne rien faire? Dans un monde à propos duquel il y a tant à dire, tant à penser, tant à discuter, où il y a tant à faire. Comme événement, je crois que le macronisme est né d'un effondrement qui est lui-même le résultat de l'étonnant silence des responsables politiques sur un certain nombre de questions cruciales qui ne sont pas apparues depuis quelques mois, ni même depuis un quinquennat, qui sont là depuis un bon quart de siècle, mais à propos desquels tous nos responsables, sans exception, ont tenu un silence parfait. Comment s'étonner de s'effondrer? Comment s'étonner de disparaître si sur les grandes questions, on s'applique à ne rien dire? Comment s'étonner que soudainement, par un mécanisme subtil, on finisse par être remercié? Sur quoi sommes-nous en désaccord, par exemple, vous et moi? Est-ce sur l'économie, la fiscalité, le marché du travail? À dire vrai, je ne sais pas. Je ne sais même pas si vous pensez quelque chose collectivement sur ces sujets. Je fais l'hypothèse que non. Je ne vous imagine pas d'accord entre vous sur ces points. Est-ce sur la manière dont on fait de la politique? Est-ce sur une question électorale? Je ne crois pas non plus. Non, les désaccords, les vrais, portent sur des sujets qui engagent une complexité technique et éthique de plus en plus grande, qui touchent les points les plus hauts de la sensibilité, sa partie la plus subtile, l'humain domaine des convictions, des craintes, des espoirs, ce monde où l'ampleur des interrogations est telle qu'elle devrait conduire à douter, à hésiter, à tout examiner avec soin, à s'avancer avec prudence et modestie. Vous voyez bien que pour arriver à ce degré d'intensité, il ne s'agit pas de parler de la limitation de la vitesse autorisée sur nos chères routes départementales. Quelle est la nature des questions qui se posent à nous? Des questions bioéthiques. Elles se singularisent, je crois, radicalement par rapport à toute autre question politique. On peut établir une série simple de critères qui peut-être aident à mettre en lumière cette singularité. Ce sont des questions qui engagent immédiatement nos convictions les plus profondes, dans un premier mouvement, qui peut-être n'est pas le bon, mais qui ne manque pas d'avoir lieu. Ce sont des questions qui impliquent de plus en plus une complexité technique, scientifique,
et par voie de conséquence éthique. Ce sont aussi des questions qui appellent des décisions. Et en cette matière, et c'est une grande différence, il n'est pas sûr que ces décisions soient réversibles. Les questions qui relèvent de la bioéthique, celles qui impliquent une décision publique, qui engage la définition d'une politique du vivant, d'une politique de la vie, sont peu ou prou des décisions qui enferment le futur dans les choix du présent, plus que n'importe quel autre type de décision. Il est plus facile de revenir sur une politique en matière d'organisation de marché du travail, une politique fiscale ou même éducative, que de revenir sur une politique touchant à la conception de la vie. L'accord, le compromis est donc doublement nécessaire en matière de politique de la vie. D'une part, parce que l'accord est préférable en principe dans une société ordonnée selon les valeurs de la liberté et du pluralisme des points de vue, ce qui implique d'être respectueux des points de vue différents, voire opposés. Ensuite, parce que certaines décisions, et celle-là, je l'ai dit, n'étant pas en réalité réversibles, la victoire ou la défaite n'est pas la même. On peut perdre, puis gagner une élection, et perdre à nouveau ensuite, mais par contre, on ne défait pas, ça c'est la réalité, c'est la vérité, ce qui a été fait en matière de politique de la vie. Ça n'est pas vrai. Les questions touchant, vous pouvez penser que c'est faux, c'est possible. Les questions touchant à la procréation, les questions qui vous intéressent au plus haut point, qui vous mobilisent, qui engagent manifestement vos convictions les plus profondes, sans doute celles qui ne s'abdiquent pas, sont celles qui, aujourd'hui donc, ne se discuteraient plus, si j'en crois l'évolution du débat public. C'est mon argument. Et que nous dit à ce sujet le macronisme? Je lis dans le Figaro, hier, daté du 21 septembre, Macron à la recherche d'un improbable débat apaisé. Le chef de l'État, je cite le Figaro, aborde la révision de la loi de bioéthique avec prudence. Il veut à tout prix éviter de se retrouver dans la même situation que François Hollande après le mariage pour tous. Et il a raison. Il a raison. Que nous proposent les partis politiques? Formule-t-il sur ces questions des propositions de compromis? Peuvent-ils nous dire comment parvenir à un accord, du moins s'ils aspirent à gouverner, non pas pour un camp, le leur, mais pour le pays tout entier, pour le futur? Accèdent-ils au devoir de contribuer et à l'épreuve de sincérité qui sont tous les deux nécessaires en ces matières? On ne peut pas ne pas venir vous voir parce que l'on ne partage pas vos points de vue, et pour le moins sans savoir lesquels, parce que cela annonce une décision future qui ne serait que la victoire totale et définitive des uns et la défaite totale et définitive des autres. Or, les questions bioéthiques ne sont pas des sujets à propos desquels nous pouvons avoir des gagnants définitifs et des perdants définitifs ou perpétuels. Mais de même, on ne peut pas venir vous voir pour vous complaire, parce que les postures n'engagent à rien, et c'est pour cela qu'on les rencontre si souvent dans le monde politique, en particulier lorsque les décisions à prendre portent sur des sujets à la fois complexes et sensibles. Face à un groupe organisé, une association, une famille de pensée, une église, un parti, on ne peut pas laisser penser être d'accord sur tout. Cela n'est pas recevable, ou alors il faut rejoindre ce groupe, cette association, cette église ou ce parti. Que nous dit le macronisme sur l'état de la politique? L'échec des partis traditionnels sur ces questions-là? Plutôt leur épuisement. Oui, la fin d'un cycle pour ces organisations, sans doute.
ainsi qu'entamé il y a un peu plus d'un siècle, qui a vu les partis politiques et la politique en général se cantonner à la matérialité des enjeux, délaissant ou chassant toute dimension immatérielle. Et il suffit ici de comparer le travail que vous avez fait vous-même et le travail qu'ont pu faire sur les questions qui vous intéressent les partis politiques en général et les partis politiques de droite en particulier, pour voir la différence. Les partis politiques n'ont pas travaillé. Ils ont laissé faire. Ils ne se sont emparés d'aucune de ces questions. Et ce fut pendant un siècle le triomphe d'une pensée technocratique et managériale, appliquée à organiser la vie pratique, la production et la circulation des richesses avec une habileté et une compétence que rendait possible ou que facilitait la vigueur, la vitalité de la société française. Ces partis politiques ont donc triomphé avec les 30 Glorieuses, qui ont vu notre pays constituer un patrimoine matériel en augmentation régulière, et ce fut un succès. Mais ces partis ont cru pouvoir délaisser les difficiles questions immatérielles, voire s'en délester, en renvoyant ces arbitrages compliqués à la liberté individuelle. Mais aujourd'hui, par l'anthropotechnie, les sciences et les techniques ont pris pour objet la nature humaine. C'est un immense chantier qui a commencé. Le temps est venu de placer ces questions immatérielles, celles qui engagent nos valeurs, nos philosophies, nos conceptions de la vie, au cœur du débat public et d'appeler tous les responsables politiques à prendre position ou bien à reconnaître leur désarroi. Le temps des managers et des technocrates est révolu. Voici le temps où nous devons compter avec les généticiens et les développeurs. Ce doit donc être aussi le temps des philosophes, je veux dire, où l'esprit, la pensée, les spiritualités ont beaucoup à dire. Le travail de l'esprit, ça n'est pas une profession, c'est le propre de l'humain. C'est donc aussi le temps des citoyens. Que nous dit le macronisme sur l'état de la politique? Eh bien, je songe à l'appel à l'intervention de l'Église dans le débat public en général et en particulier sur les questions touchant à la bioéthique, dans le discours du président Bernardin, et je n'ai pas le souvenir d'un discours de ce type en un tel lieu, en ce sens, de la part d'un président de la République. C'est une marque, je crois, de notre époque, et il faut souhaiter que les églises s'engagent, le christianisme doit s'engager, l'islam, le judaïsme. Nous sommes devant un monde plein de promesses. Je voudrais l'évoquer de la manière suivante, si vous me le permettez. Il y a la promesse comme promesse, il y a la promesse comme menace. Il y a la promesse comme progrès, il y a la promesse comme tyrannie. Et c'est pour ça que c'est dit. Et qu'on ne peut pas dire oui ou non, entièrement, simplement, d'un coup d'un seul. La promesse comme promesse, c'est que l'anthropotechnie, une médecine sophistiquée, pour aller très vite, et bien sûr, vous me pardonnerez cette réflexion sommaire ici, réparer, restaurer, oui, l'humain blessé, l'humain malade, oui. Augmenter, améliorer, c'est autre chose. Nous savons cela. Mais la différence n'est pas toujours facile à faire. En 1850, l'espérance de vie en Europe était de 30 ans. Nous avons augmenté de 40 ans depuis, à peu près. C'est une augmentation considérable. C'est à coup sûr un progrès. La promesse, évidemment, peut devenir une menace si, par la capacité de l'anthropotechnie, on voit émerger un nouvel eugénisme.
Et c'est peut-être le cas, déjà. Si, par l'anthropotechnie, on s'engage sur la voie de la programmation génétique, et on essaye de s'y engager. Ce que l'on appelle aussi le children design, que vous connaissez sans doute. On voudrait designer les enfants que l'on voudrait avoir, leur attribuer des caractéristiques qui sont celles de la réussite dans la société, ou supposées telles, bien sûr. Et on entrevoit d'ailleurs de possibles procès d'enfants designés contre des parents qui auraient ainsi prédéterminé leur futur, une sorte de procès en aliénation, ou bien inversement, le procès d'enfants qui se retrouveraient contre des parents ne les ayant pas designés, au motif que la possibilité existant, ils auraient dû le faire pour aider l'enfant à réussir dans la vie. Ces questions se posent aujourd'hui, y compris dans le monde du droit et de l'assurance. La promesse peut être un progrès, bien sûr, s'il s'agit de réparer, je l'ai dit, s'il s'agit de soigner, s'il s'agit de réduire la malchance qui vient, et c'est aussi une menace de tyrannie, si l'on pense à la puissance contenue dans la technique, la réification, la matérialisation du corps, la technicisation du corps, l'apparition d'une nature dénaturée, la surnaturation d'un corps œuvré, dopé, où la vieillesse est une maladie. C'est aussi une menace de tyrannie, c'est un sujet très important, si l'on songe à la politique de puissance qui peut s'alimenter de cette anthropotechnie, et vous le savez, entre les États, il y a, entre quelques États, une compétition déjà furieuse qui s'est engagée, et même s'il est difficile de savoir qui fait quoi en la matière, il est certain, ça a été dit publiquement, ça a été dit par les chefs d'État y compris, il est certain qu'il y a là une ressource pour la puissance politique de demain. Donc la question que je voudrais poser ici est: peut-on échapper à la loi du monde, c'est-à-dire à la force des choses, en ces matières? Comment s'extraire du cours des choses? Comment s'extraire de la course à la puissance, de la course à l'anthropotechnie? Comment avoir un monde à soi, un monde que l'on a choisi? Le vivant est à la portée de la science, est-il encore à la portée de la loi, de la volonté générale, qui est censée en être l'expression? La loi, l'expression de la volonté générale, vous le savez. Autrement dit, que vaut la dimension nationale de la décision en matière de régulation bioéthique? L'anthropotechnie est-elle un objet de politique publique nationale? Je veux dire, sur un objet sur lequel le législateur est capable d'agir, capable d'orienter conformément à une préférence collective qu'il aurait su préalablement faire émerger et dont il serait lui-même le résultat. Quel regard portent nos responsables politiques sur la capacité de la puissance publique qu'ils contrôlent, qu'ils convoitent en de tels domaines? Par quelle voie, par quels moyens agir? Il faut le dire. Dans un monde que vous savez ouvert, fluide, où de grandes entreprises privées et globalisées agissent dès maintenant, par elles-mêmes, pour elles-mêmes, poussées par une demande par définition insatiable, à n'importe quel prix, puisque la fluidité de notre monde organise aisément l'agrégation en un marché solvable de cette demande, justifiant les efforts d'une entreprise pour y répondre, comment faire face à cela? C'est donc aussi la crise de la capacité de la puissance publique en général et de la puissance publique nationale en particulier. C'est de cette crise aussi que procède, je le crois en tout cas, ce que l'on appellera le macronisme comme événement. D'où l'idée d'aller à une souveraineté européenne. Idée que
que je partage entièrement, d'européaniser la puissance publique pour la dimensionner non seulement à l'échelle du monde, mais aussi de l'époque. À l'âge de l'anthropotechnie, des NBIC, comme l'on dit, il est possible que le temps soit venu de choisir entre la défense d'une certaine politique de la vie et la promotion d'une conception nationaliste de l'action politique. Il est possible qu'il y ait une contradiction. Pour conclure, je voudrais revenir sur la question du désaccord. Je voudrais distinguer d'abord le désaccord à propos des questions qui engagent la diversité des points de vue, le pluralisme des opinions ou des convictions, y compris les plus profondes. Le désaccord à propos de questions qui appellent des décisions publiques. Et ici, le désaccord à propos de questions qui appellent des décisions publiques amendables ou réversibles, de désaccord à propos de questions appelant des décisions publiques irréversibles, parce qu'elles engagent le futur en tant que vie, la nature humaine et la nature du vivant. Jamais le statut du vivant n'a été à ce point à la portée de l'action humaine. C'est la conséquence la plus radicale des progrès accomplis dans le domaine des sciences et des techniques. C'est l'anthropotechnie qui amène les communautés humaines à se doter désormais d'une politique de la vie et donc d'un consensus à ce sujet. Or, nous l'avons dit, les décisions en ce domaine amènent à soulever des questions fondamentales, des questions de principe, des questions si profondes qu'aucun désaccord ne sera plus ni anodin ni passager. Les désaccords qui subsisteraient finiraient par conduire les uns et les autres à se regarder comme étrangers les uns aux autres, laissant chacun sans aucune communauté d'appartenance autre que celle de ses propres principes, laissant chacun capable de cohabiter, mais certainement pas capable d'exister ensemble. L'évolution du débat public en France est préoccupante. Je voudrais terminer vraiment par ces mots. Nous en sommes presque à ne plus pouvoir échanger qu'avec ceux qui partagent notre point de vue. Nous allons peu à peu perdre l'habitude d'écouter un point de vue différent, voire un point de vue opposé. Nous finirons par trouver exaspérant le point de vue de l'autre point de vue. Nous n'en sommes pas loin. La prochaine étape sera redoutable. Elle amènera à un point de vue particulier, devenu majoritaire, à dénier le droit de s'exprimer à l'autre point de vue, parce que minoritaire. Soyons tous vigilants. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté de vous rejoindre ici, aujourd'hui, à l'aimable invitation de Ludovic de la Rochère, que je remercie encore beaucoup. Merci beaucoup.